Europe 1. Décivilisation, le mot a été lâché par Emmanuel Macron il y a quelques jours au Conseil des ministres. Il lui avait été soufflé dans l'oreille, on l'a appris, Louis de Ragnel, à la faveur d'un papier dans Le Monde, par des sociologues qu'il avait rencontrés à déjeuner, notamment l'excellent Jérôme Fourquet de l'IFOP. C'est lui qui lui a glissé ce mot dans l'oreille et le président s'en est servi parce que c'est une synthèse assez saisissante de ce que l'on vit, de cette déliquescence que l'on ressent dans notre société. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, partage cet avis. La violence est selon lui ancrée dans notre société. Écoutez-le. Le signe même de cette décivilisation, le signe même de cette montée de la violence dans nos sociétés, il est dans la montée de la violence physique. Elle sourd de partout, cette violence physique. Et maintenant, on la voit à l'œuvre, on la voit commencer à dévorer toutes les sociétés. La violence physique, elle est épidémique. Voilà, quand elle sort, on a beaucoup de mal à la faire rentrer. Donc la question est de savoir si nous avons vraiment pris conscience de cette situation. Alors, le président de la République parle de décivilisation, qui est un mot très fort. Moi, j'ai le sentiment que malgré tout, nous refusons encore, en tout cas, bonne partie de nos élites dirigeantes, nos intellectuels, refusent de la regarder en face. Et dans la polémique sur l'expression du président, il y a vraiment cette cécité, cette volonté de ne pas regarder en face cette espèce de délitement de toutes les barrières à la violence dans la société. Et si on n'a pas conscience de la gravité de la situation et de la montée de la violence, si on continue à dire c'est un sentiment, c'est pas vrai, regardez mes chiffres. Voilà, donc il faut arrêter de se voiler la face, il faut admettre cette situation, il faut admettre qu'elle est grave, et il faut en tirer les conséquences. Docteur Laurent Alexandre, est-ce que vous partagez ce constat? Parce qu'on va parler avec vous de l'intelligence artificielle, ce sont les deux extrêmes évidemment. Il y a la pulsion animale, il y a la violence, et puis il y a l'intelligence artificielle. Mais cette montée de la violence, vous la constatez? C'est une réalité? Alors si on raisonne sur long terme, sur quelques siècles, la violence a beaucoup diminué. On ne pouvait pas, la nuit, faire Paris-Versailles sous Louis XV. C'était déraisonnable. On se faisait agresser. Les bandes qui étaient dans les forêts françaises interdisaient de circuler la nuit. D'ailleurs, il n'y avait pas de transport. Personne la nuit n'allait traverser la forêt de Fontainebleau ou la forêt d'Ambouillet. Donc si on raisonne sur longue période, il n'y a pas d'augmentation de la violence, on est plutôt dans une voie de civilisation. Je crois que, et on le voit bien chez Henri Guénaud, sur la décivilisation, la crainte, en fait, c'est pas la montée de la violence, c'est le métissage culturel qui est à l'œuvre. Effectivement, les populations françaises d'origine ont un taux de fécondité qui est quasiment nul, l'immigration est assez forte, avec une fécondité plus forte, et oui, la France se créolise, elle se métisse, mais c'est inévitable. Et c'est ce métissage culturel, au-delà du métissage, plus général, c'est ce métissage culturel qui est très troublant parce que c'est un changement de civilisation qui est à l'œuvre depuis quelques décennies et qui est évident et qui est marquant notamment dans les quartiers. Donc, pas forcément d'immigration, docteur Laurent Alexandre. Non, mais le principal facteur de changement culturel en France, c'est le changement démographique. La France a l'impression de changer et elle craint ce changement parce que le métissage culturel, il est extraordinairement rapide. Il n'est pas porteur de violence intrinsèquement. La France aura changé de religion principale. C'est-à-dire l'islam va devenir la première religion pratiquée en France. Le lien avec la violence. C'est un bouleversement social qui trouble les gens âgés et blancs et catholiques, pour le dire, puisque la France est en train de se diviser en deux groupes. Les blancs avec leurs déambulateurs et leurs sonotones, et puis les populations jaunes avec une autre culture, une autre religion, et qui sont, comme vous le savez, ghettoisées dans les quartiers. Donc, ce bouleversement lié au vieillissement des populations d'origine en France, et puis à côté de ça, une démographie qui est beaucoup plus dynamique du côté des populations qui sont arrivées ces 50 dernières années, est très troublante. Et on voit bien que chez Guénaud, c'est pas la violence dont il parle, c'est cette mutation démographique qui l'angoisse. Philippe Guibert. Je crois que vous mélangez ce qu'on pourrait appeler l'insécurité culturelle ou identitaire, qui est une réalité, avec l'insécurité physique, parce qu'il y a bien un sujet violence physique. Parce que vous avez raison, sur 2 siècles, il y a une diminution de la violence, mais justement, on était arrivé à une sorte de minimum historique dans les années 70-80, et on vit depuis une vingtaine d'années une violence au quotidien, un dérèglement de la civilité. Parce que la décivilisation, c'est une dégradation des mœurs et de la civilité du quotidien. C'est pas simplement le nombre d'homicides. Et donc, il y a
ce dérèglement des mœurs, l'exemple qu'on cite toujours, c'est le type, ou la dame d'ailleurs, qui rentre dans un wagon de train et qui parle très très fort dans son smartphone parce qu'il n'en a absolument rien à faire du fait qu'il y ait 30 personnes qui écoutent sa conversation et que ça dérange. Et donc, ce dérèglement des mœurs, de la civilité, on parlait du harcèlement des femmes tout à l'heure, c'est une réalité qui ne se confond pas avec l'insécurité culturelle dont vous parlez, qui existe aussi, qui est sensible pour une partie de la population, comme vous le disiez. Donc, il y a bien un sujet de civilité et de violence qu'il faut traiter, même si ça ne se traduit pas par une remontée des homicides Alors, énorme. Sabrina Medjeber, j'aimerais vous entendre là-dessus. Effectivement, décivilisation. c'est vrai, absolument. Ça se marque par notamment les incivilités que l'on observe partout dans la société, dans n'importe quel pan de la société. C'est une réalité d'ailleurs. Nous sommes parmi les pays les plus incivils selon le classement de l'OCDE de l'année dernière. Ça, il faut le préciser. Maintenant, il est aussi intéressant d'avoir une approche sociologique de ce phénomène de décivilisation. On sait que c'est Norbert Elias qui l'avait consacré dans son ouvrage absolument Processus de civilisation à l'aube de la montée du nationalisme allemand, où il indique clairement dans son ouvrage et même dans ses écrits que la civilisation, en tout cas le processus de civilisation, c'est la construction d'un État moderne et l'interdépendance entre les groupes sociaux. Ce que Michel Maffezoli appelle le bloc élitaire et le bloc populaire s'entend également. Pourquoi je parle de ça ? Parce que lorsque ça s'inscrit dans une puissance populaire, il y a accord entre les individus, accord entre les groupes. À partir du moment où il y a un déphasage entre le pouvoir institué, c'est-à-dire l'institutionnel, nos élites représentatives, et les institutions, c'est-à-dire le peuple, évidemment, là, on est dans la cristallisation du déni de l'autorité institutionnelle et ça se manifeste par ce qu'on a vu avec le maire de Saint-Brévin, les attaques envers les élus, où effectivement là, on est plutôt dans le logos, on est plutôt dans la raison, comme disait Montaigne ou Kant, justement, la violence politique s'explique par l'abdication de la raison. Et si on analyse également ces comportements qui sont des comportements de criminalité ou des comportements crapuleux en général, on peut également préciser que l'approche psychanalytique est également à prendre en compte, parce que justement Norbert Elias, quand il parle de la sociabilité ou de la sociologie politique de la vie en démocratie, il parle d'un mécanisme qui est très intéressant, qui est le mécanisme de l'autocontrainte, c'est-à-dire de la régulation de la manifestation de nos pulsions. Et ça, c'est une donnée psychanalytique que je pense que les gouvernements doivent prendre en compte certainement. Absolument. Je voulais juste dire à M. Alexandre, dont j'aime la provocation et le sens du propos, que, vous voyez, je n'ai ni un sonotone ni un déambulatoire. Vous voyez, je suis encore... Jusqu'à présent. Je suis encore... Enfin, moi, ça va bientôt arriver. Non, mais attendez, vous ne l'avez pas encore. Mais et ça que va arriver. La façon dont vous catégorisez les Français qui pour des raisons personnelles, historiques, familiales, s'opposeraient à ce que vous appelez un mouvement maintenant serein, tranquille, de ce multiculturalisme et de ce changement pour la société française, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. Ah, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas opposé. Non, mais j'ai constaté deux dynamiques démographiques. Vous dites qu'il y a les jeunes intelligents qui comprennent le mouvement de l'évolution de la société, et parfois, même si j'ai pas de sonotone ou de déambulatoire, je me pose la question. Je me dis, mais est-ce que j'appartiens pas déjà à une génération qui devient une génération de vieux cons et qui ne comprend pas le mouvement? Mais pardonnez-moi, il y a plein de gens qui n'ont ni sonotone, des vieux cons, mais on est des vieux, c'est sûr. ni déambulateur, qui considèrent que, écoutez, ça nous pose quand même un problème de voir cette évolution de la société française. Oui. Écoutez, et ne balayez pas ça d'un revers de main en disant il y a ceux qui comprennent pas du tout, mais je regardais. Et les autres abrutis. Vous voyez, chez les Zemmouriens, et pourtant les Zemmouriens, l'identité, ça les intéresse. Oui. Ils font très peu de gamins. Les Zemmouriens, ils font quand vous regardez, ils font pas beaucoup de gamins. Donc en réalité, mais on voit bien l'effondrement démographique en France. Vous savez bien ce que sont les chiffres. Comme dans beaucoup de pays, on a un effondrement de la population locale par rapport à la dynamique des populations immigrées. Et on voit ça même chez les nationalistes. Les gens font pas de gosses. C'est un phénomène qui n'est pas spécifique à la France, qui est général et qui se traduit. J'ai curieux de voir l'étude avec le lien politique qui existe
entre le vote. Non, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui existent. Mais non, mais je dis, même chez les Émouriens, on ne fait pas beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une dynamique démographique qui est troublante pour les gens de mon âge. Moi, là où je rejoins Éric Revel, c'est que vous semblez acter ça comme si, voilà, bon, il faut juste l'admettre et puis. C'est une réalité démographique. Oui, mais après, il y a des choses. L'être humain et les sociétés parfois essayent de transformer la trajectoire de la balle, essayent d'agir, essayent d'impacter le cours des choses. Le premier élément sur la démographie, je suis d'accord avec vous. Le phénomène le plus visible et le plus important des 30 dernières années, effectivement, c'est l'arrivée de l'immigration avec une population qui a beaucoup plus d'enfants que les Français d'origine qui sont là depuis la nuit des temps. Le deuxième quand même phénomène qu'on observe... Il n'y en a pas beaucoup qui sont là depuis la nuit des temps. Non, mais qui sont là depuis, vous avez compris, depuis plusieurs générations. Et le deuxième phénomène qu'on observe quand même dans la société française aussi, c'est la montée poussée à l'extrême, je trouve, de l'individualisme. Et c'est là-dedans que s'inscrit le concept de décivilisation, pour les populations qui ne sont pas issues de l'immigration et pour lequel il y a effectivement un énorme chantier avec des gens qui ont la peur du grand déclassement, qui ont peur de voir toute la désindustrialisation du pays, qui ont l'impression que c'était mieux avant, qui ont l'impression qu'on ne les protège plus, qui ont tenté plein de solutions politiques tout au long de leur vie, qui ont cru les promesses que leur faisaient les politiques, qui sont du coup complètement désabusées. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très bien de faire le diagnostic que fait Emmanuel Macron. Mais de l'autre côté aussi, il y a une remise en question à faire du côté de la classe politique. Parce que les politiques ont vendu une partie de rêve qui a conduit les Français à voter pour eux et qui s'est transformé en fait du rêve au cauchemar. D'accord. Philippe Guibert, un dernier mot. Non, juste un mot. Vous disiez l'islam va devenir la première religion française. Pratiquer. Pratiquer régulièrement. Non, mais globalement, il n'y a plus que dans la dernière enquête population de l'INSEE, donc sur un gros échantillon, 25% de catholiques, 11% de musulmans, ça augmente, mais pas de façon... et 9% de chrétiens évangéliques. Et ça, c'est la vraie nouveauté. Il y a une très forte dynamique aussi. Il y a une très très forte dynamique. Alors, comme ils ne sont pas visibles, pardon, excusez-moi, les femmes ne sont pas voilées dans le protestantisme évangélique, on ne le voit pas venir, et en général, c'est en banlieue, donc on n'y vit pas pour ceux qui vivent dans les centres-villes. Mais le phénomène majeur, c'est certes l'islam qui progresse, mais c'est les chrétiens évangéliques. Les évangéliques, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire, puisque on a vu le Brésil est en train de devenir majoritairement protestant. Voilà. Le Brésil, qui était le plus grand pays catholique au monde, est en train de devenir majoritairement protestant évangélique. Parce que vous dites à un protestant aujourd'hui en France, protestant évangélique. Je peux vous dire que c'est insupportable pour lui. Et on a une dynamique de même ordre qui est en train d'arriver en Afrique noire francophone. C'est la raison pour laquelle on voit une montée aussi forte des protestants évangéliques en France, qui est liée, aux évangélistes protestants en Afrique noire francophone. Et ça, c'est quelque chose de stupéfiant. Cela dit, l'Église catholique n'a pas vu arriver la transformation du Brésil, parce que si on nous avait dit il y a 50 ans que le Brésil deviendrait majoritairement protestant évangélique, personne ne l'aurait cru. On aurait tous rigolé. Mais c'est intéressant votre étude, Philippe Guibert. C'est des gens qui se disent aux catholiques, aux musulmans, aux protestants. C'est ça, voilà. Réalisé par l'INSEE. Alors je ne sais plus l'échantillon, mais il est considérable, ce qui permet d'avoir des données statistiques quand même assez fiables sur les sous-échantillons. Et donc c'est des chiffres officiels, et c'est l'excellent quotidien La Croix qui a fait la semaine dernière. Je crois qu'on peut leur faire leur faire cette pub. On fait un excellent dossier sur la question où il détaille les chiffres de cette enquête population que personne n'a remarqué. Et cette histoire de chrétiens évangéliques, je vous assure, on en reparlera parce que c'est une transformation de la société française. C'est une transformation de la société Rapidement, française. Sabrina. Pardon, non, juste pour terminer par rapport à ce que vous évoquiez, Monsieur de Raguenel, effectivement sur les grandes valeurs et notamment l'individualisme qui est une valeur de notre modernité par la philosophie qui l'a développée et consacrée. Et on observe en réalité que cet individualisme aujourd'hui, il est supplanté par la communauté, par l'appartenance à une communauté, d'où justement l'exaltation des particularismes identitaires et religieux qui pose la question, ou alors qui amène le constat, plutôt en réalité, de la dislocation culturelle de notre pays, qui est un pays uni et indivisible. Et c'est en cela qu'on doit s'interroger, c'est-à-dire est-ce que on est dans l'ère du progrès, c'est-à-dire la vision de demain commune,
Ou est-ce que justement on est dans un retour vers l'archaïque, vers le sentiment d'appartenance très fort, très marqué à un groupe, le surinvestissement identitaire d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire je suis le plus nationaliste, je suis le plus musulman, je suis le plus évangéliste, etc. Et ce sont ces questions qui agitent en sous-bassement en réalité toute notre sociologie politique.